j'espère que ma fille est encore vivante. Cet enfant a été maltraité pendant 6 mois. L'autopsie nous permettra de constater des fractures du péroné, des fractures du coude, des fractures du bassin. Tiphaine a été un sac de boxe pour Anne-Sophie. Et Nicolas a tenu ce sac. Une mère peut pas faire ça à son enfant. C'est sa chair. Elle l'a mis au monde. Voilà. Pourquoi ? Anne-Sophie et Nicolas sont à ce moment-là les parents les plus détestés de France. C'est une affaire qui m'a beaucoup marqué, justement par l'innocence de cet enfant qui ne méritait pas de mourir. Que l'on soit avocat ou homme, c'est insupportable. C'est même encore très dur aujourd'hui. La douleur de perdre un enfant, c'est la pire de tous, ouais. Même à mon pire ennemi, je lui souhaiterais même pas, en fait, quoi. C'est impossible. Le 18 juin 2009, la ville de Maubeuge se prépare à accueillir les Folies. C'est un gros festival. C'est une période de 3-4 jours dans l'année où il y a des fêtes de rue, où il y a des animations de rue, où il y a énormément de gens qui assistent à des spectacles gratuits dans la rue. L'ambiance est assez festive dans les rues de la ville. Il y a une ébullition, il y a quand même du monde qui s'apprête à être là en soirée. La foule est attendue à Maubeuge ce jour-là. Il est 16h30 quand Anne-Sophie se rend au commissariat de Maubeuge. Elle raconte que sa fille âgée de 5 ans a disparu, qu'elle l'a cherchée pendant une demi-heure dans les rues de la ville, en vain. C'est une jeune femme de 23 ans qui a 3 enfants, une toute petite fille, une fille aînée et une autre fille au milieu qui est Tiphaine. C'est une jeune femme qui présente bien, qui est mignonne, qui est agréable, qui est polie. Anne-Sophie déclare qu'avec sa plus jeune fille âgée d'1 an et accompagnée de Tiphaine, elle est allée effectuer des démarches administratives et qu'ensuite elle a eu la volonté d'aller faire des courses. Elle est notamment rentrée dans un magasin de chaussures. Elle se trouve avenue de France. Et avenue de France, sa fille marche devant elle. Mais à un moment donné, sa fille tourne dans la rue suivante. Et là, proche des festivités, à 16h10, mystérieusement, sa fille se serait envolée. On peut logiquement penser que cet enfant a été attiré par les lumières, la musique, et qu'elle s'est rendue d'elle-même dans ce quartier. Et Tiphaine échappe à la surveillance de sa mère, et quand elle cherche après elle, elle ne la voit plus. Elle raconte avoir cherché sa fille dans les rues pendant à peu près une demi-heure. Elle n'a pas arrêté les passants, elle n'est pas rentrée chez les commerçants pour en parler. C'est vraiment seule qu'elle a essayé de rechercher Tiphaine. Puis, au bout de quelques minutes, elle décide d'appeler son compagnon, qui lui conseille de se rendre tout de suite au commissariat. C'est une mère qui a l'air éplorée, complètement déstabilisée par la disparition de sa fille. Et à la rigueur, il n'y aurait rien à remettre en question à sa version. La disparition est signalée aux alentours de 16h30 par la mère. Dans les premières heures, le signalement de Tiphaine est diffusé à tous les services de police français et belges.
Alors au début, on sait peu de choses. On sait qu'elle s'appelle Tiphaine, qu'elle a 5 ans, qu'elle mesure environ 1,20 m et qu'elle porte ce jour-là un t-shirt rose, manche courte, à l'effigie de son héroïne Dora. Anne-Sophie téléphone en disant qu'elle avait perdu Tiphaine dans Maubeuge. Je lui ai dit mais comment tu as fait pour perdre Tiphaine ? Moi j'ai eu 12 enfants, j'ai jamais perdu un enfant. Arrivé sur Maubeuge, on a été directement au commissariat. Donc je me suis présenté, je suis monté en suivant un policier. Il y avait Anne-Sophie dans le bureau qui était juste à côté. Et la première chose qu'elle m'a dit, c'est « Pardon, je suis désolé ». À ce moment-là, je suis sur une autre planète, quoi. Je ne fais pas encore attention à ce qu'on me dit. Je voulais qu'une chose, oui, c'était retrouver Tiphaine, quoi. Est-ce que Tiphaine a fait une mauvaise rencontre ? Est-ce que Tiphaine s'est perdue dans les rues de Maubeuge, où il y avait quand même beaucoup de monde ce jour-là ? Mais aucune piste n'est exclue. Il est question de la vie d'un enfant, donc ils emploient les grands moyens, le commissariat. Les patrouilles vont dans le centre-ville, ils font même des annonces par micro, ils contactent les employés de la SNCF jusqu'à la gare. À la rigueur, elle aurait pu être emmenée en train. On a vu les policiers, les pompiers dans un haut-parleur qui criaient Tiphaine et on a commencé nous aussi à chercher dans toute la ville après Tiphaine. On faisait que marcher dans Maubeuge, on a fait toutes les villes aux alentours pour dire de distribuer des tracts avec la photo de Tiphaine au plus de personnes qu'on croisait. On cherchait derrière les buissons, derrière les poubelles. Les caves, dans les bois, à la gare, on se croisait avec les policiers. Ils nous disaient, nous on a été là, nous on va par là. On a refait le chemin, le dernier chemin que Anne-Sophie avait fait avec Tiphaine. Donc on a refait plusieurs fois ce chemin-là, en regardant dans chaque recoin s'il n'y avait pas un petit indice, une trace de voir où était Tiphaine. C'est très difficile, quoi. C'est insupportable, quoi. De perdre un enfant comme ça, disparu. On ne demande qu'une chose, c'est la retrouver au plus vite, quoi. Là, on est véritablement dans une enquête de disparition inquiétante ce 18 juin. Le 19 juin, nous, la police judiciaire, lorsque nous sommes saisis le lendemain, en fait, nous allons marcher dans les pas du commissariat local. La première piste, c'est la piste accidentelle. C'est-à-dire qu'elle a échappé à la surveillance de sa mère. Elle est à quelques centaines de mètres de la Sambre, des quais. Et la logique, c'est qu'elle soit tombée dans l'eau. Il y a un important dispositif policier et technique qui se met en place. Des chiens pisteurs sont déployés. Il y a également des sapeurs-pompiers qui vont sonder la Sambre. Vraiment, les choses, pour le coup, sont très bien faites. Et le principal, c'est de la retrouver, et de la retrouver vivante, si possible. Ils ont cherché dans le canal. Alors là, c'était la grande panique. Hein. J'ai dit, mon Dieu, pourvu qu'elle n'est pas là. Ça se peut qu'il y ait eu un accident, qu'elle puisse tomber dans l'eau ou quoi, mais c'est pareil, quelqu'un l'aurait vu. Il y avait vraiment du monde à Maubeuge, c'était une période de fête. Donc même à ce moment-là, je me suis dit, à aucun moment, ma fille aurait pu disparaître comme ça, en fait, quoi. Donc ça, cette piste accidentelle, nous allons la poursuivre pendant 8 jours, 15 jours. Par notre expérience de policier, nous savons que les cadavres remontent tôt ou tard. Au bout de 8 jours, aucun corps n'est remonté. Donc cette piste, elle se dilue un peu dans le temps. Ils ne l'ont pas trouvée, bien sûr. Ils ne l'ont pas trouvée.
La mystérieuse disparition d'une fillette de 5 ans à Maubeuge, dans le Nord. On est sans nouvelles d'elle depuis hier. Le signalement de Tiphaine est diffusé dans tout Maubeuge dans les premières heures, le lendemain par les médias locaux, régionaux. Je suis dans la banlieue de Lille à une réunion de cadres de la Voie du Nord et j'apprends effectivement qu'il y a une petite fille qui a disparu dans Maubeuge. Moi, la photo de Tiphaine, je la reçois très rapidement. Tout de suite, moi, je me dis, il faut faire un article. Son portrait a été rapidement affiché dans les bus, dans les gares, diffusé sur l'ensemble du territoire, mais aussi en Belgique. Le dispositif journalistique qui a été déployé pour couvrir l'affaire Tiphaine à la Voie du Nord, à ce moment-là, c'est un dispositif hors norme. Parce que c'est une affaire hors norme. Ce qui va nous faire accréditer la thèse de Anne-Sophie, c'est que quand même, on recueille 2 témoignages dans les jours qui vont suivre. Une jeune fille qui dit avoir croisé ce jour-là, 18 juin, aux alentours de 17h, une enfant portant un t-shirt avec l'effigie d'Ora. Et on a aussi le témoignage d'une employée de la caisse maladie qui dit qu'effectivement, Anne-Sophie s'est bien présentée à cette heure-là dans leurs locaux et qu'elle était accompagnée de 2 enfants. C'est fort possible. Hein. À ce moment-là, j'espère que ma fille est encore vivante, qu'elle est là, qu'elle respire, qu'elle est parmi nous encore. La deuxième piste, c'est la piste de l'enlèvement par quelqu'un véritablement d'extérieur, c'est-à-dire un pédophile, pourquoi pas. Hein, malheureusement, nous avons vécu, nous, le police judiciaire, les affaires Fourniret. Avec la Belgique, nous étions à proximité de l'affaire Dutroux. Donc ça, nous ne pouvons pas du tout l'exclure. Ma plus grande peur, c'est qu'elle ait fait une mauvaise rencontre, qu'il y a quelqu'un qui l'a ramassée et qui lui ferait mal. C'était très difficile. C'est dramatique pour ses parents, c'est dramatique effectivement de se dire que finalement une petite fille peut échapper comme ça et qu'il puisse y avoir des chasseurs, des prédateurs à proximité. Et puis c'est surtout le réflexe qu'on a, c'est qu'on sait que la Belgique est juste à côté et que si c'est quelqu'un qui est venu avec des intentions criminelles, eh bien, il sera très vite compliqué à retrouver. Donc nous allons mettre en place ici une grosse cellule d'enquête. Nous allons recenser tous les détraqués sexuels connus du secteur. Nous allons faire 2 grosses opérations avec 40 interpellations, garde à vue une première fois, 40 la seconde fois. Ces personnes, ils s'avéreront qu'ils n'ont rien à voir dans cet enlèvement. Il y a effectivement d'importants moyens techniques qui sont déployés. Et également, très rapidement, on mène des enquêtes de voisinage qui vont considérablement faire avancer l'enquête. On est dans une famille plutôt moderne, une famille recomposée qui vit avec 3 enfants. Mais ce que révèle l'enquête de voisinage, c'est l'existence principalement de 2 enfants, un bébé, Apolline, et Caroline qui a 6 ans. Mais au final, on a très peu de témoignages qui prouvent l'existence de Tiphaine, ce qui est quand même étonnant. Il y a même certaines personnes qui déclarent découvrir l'existence de ce 3e enfant au sein de ce foyer. Ce qui a entraîné la mise en garde à vue le 19 juin de Anne-Sophie et de son concubin par les collègues du commissariat de Maubeuge. La piste familiale dans cette affaire, elle est rapidement privilégiée parce qu'on est dans un contexte assez compliqué d'une séparation entre Anne-Sophie et son ancien compagnon qui s'est mal passé, beaucoup d'amertume. Cette piste-là aussi, elle est importante pour les enquêteurs. Anne-Sophie a des relations conflictuelles avec le papa de Tiphaine, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a pas d'amiable possible. C'est vraiment un couple qui se déchire autour des enfants. On a eu Caroline très jeune. Moi, j'avais 18 ans, elle avait 17 ans et demi. À 3, nous, ça se passait très très bien. On était heureux, bien. Les meilleurs souvenirs qu'on a entre moi et Anne-Sophie de notre vie de famille, c'est avant qu'on ait eu Tiphaine, en fait. Quand Anne-Sophie elle a accouché, elle a abandonné Tiphaine dès le premier jour de l'hôpital, en fait. Et là, j'ai vu qu'il y avait eu un petit problème, en fait, quoi. Que
elle commençait à dérailler. Anne-Sophie ne se comportait pas comme une maman avec Tiphaine. On voyait bien la différence avec Caroline et l'enfant le ressentait. Avec Caroline, Anne-Sophie était fusionnelle. Par contre, elle s'en occupait pas beaucoup de Tiphaine. Et même pas 6 mois après qu'elle ait accouché, elle est partie définitivement en fait, en me laissant Tiphaine et en prenant Caroline. Ça a été vite fait en fait, c'est qu'elle est partie vivre directement chez Nicolas. Quand François y est arrivé avec Tiphaine à l'âge de 6 mois, Tiphaine, elle a été élevée à la maison. On l'a beaucoup entourée, on l'a gâtée. Oui, parce que c'était une petite fille qui était une petite chipie, hein, très joyeuse, elle chantait. Elle nous faisait bien rire avec ses grimaces. À ce moment-là, j'avais rencontré quelqu'un. Oui, Tiphaine était très très heureuse avec nous. Elle était tout le temps souriante. Elle jouait tout le temps. Elle était très câline, ça, c'est sûr. Elle voulait aller tout le temps partout avec nous. Puis après, elle aimait bien nous taquiner un petit peu. Mais gentiment. Elle avait déjà un petit caractère, quoi. Et pendant toutes les années que j'étais avec Sabrina, à aucun moment on a eu des nouvelles de Anne-Sophie ou quoi que ce soit. Jusqu'au jour où elle était... Le 22 janvier 2009, Anne-Sophie se rend à la sortie de l'école de son enfant. Elle n'a pas d'autorisation, elle ne prévient pas le père biologique ni la grand-mère paternelle qui s'occupe pourtant de Tiphaine depuis des années. Elle décide de ramener Tiphaine chez elle. Elle a dit comme quoi que j'avais eu un accident grave et que elle avait le numéro de téléphone. L'école a appelé sur ce numéro. Et au bout du téléphone, en fait, c'était Nicolas qui se faisait passer pour moi, en disant que j'étais à l'hôpital et qu'elle pouvait prendre Tiphaine en fait. L'école va laisser effectivement Tiphaine repartir avec sa mère. Elle va la reprendre sans aucune difficulté puisqu'il n'y a de toute façon aucun titre juridique, aucun jugement qui fixait la garde de Tiphaine au père ou à la mère, qu'elle présentait donc tous les droits, autant de droits que Monsieur Taton sur son enfant. À ce moment-là, c'est l'affolement. Je dis pourquoi elle a pris Tiphaine, elle la connaît pas, comment Tiphaine va réagir, elle connaît pas cette dame. En 5 ans, elle l'a vue 2 ou 3 fois et elle l'appelait même pas maman, elle l'appelait madame. À ce moment-là, moi je veux savoir pourquoi elle a pris Tiphaine. Je veux vraiment voir ma fille, voir dans quel état elle est, comment ça se passe, avoir des nouvelles, quoi. Parce que c'est pas normal qu'on enlève un enfant comme ça du jour au lendemain, sans explication, quoi. En tant que papa, je me dis, il faut que je la récupère. C'est moi qui l'ai élevée, je peux pas faire autrement. Elle est tout pour moi. C'est l'affolement, carrément. Dans les premières heures, Anne-Sophie oriente volontairement sur la piste d'un enlèvement intrafamilial. Elle laisse entendre que si on n'a pas retrouvé Tiphaine sur Maubeuge, elle n'a pu être enlevée que par la famille de son ex-mari Taton. Le 19 juin au soir, je participe directement à la perquisition chez la grand-mère. Je tombe sur un logement simple, modeste, et on se rend compte tout de suite que c'est des gens bien. Qu'à la rigueur, ils pourraient être impliqués dans cet enlèvement familial, mais je suis persuadé qu'ils ne feraient pas de mal à une enfant. Très rapidement, dans le cadre de cette affaire, il va y avoir des doutes du côté des enquêteurs, parce qu'il y a eu ces enquêtes de voisinage qui révèlent que la petite est un peu une enfant fantôme. Il y a quand même plusieurs perquisitions qui sont menées, notamment au domicile. Les parents vont avoir besoin d'un avocat, on leur dit prends Rigler, il s'occupera effectivement convenablement de vous.
Et là, j'arrive dans une maison où tout est consacré au bonheur des enfants, où j'apprends qu'ils ne vivent pas avec énormément d'argent, mais que véritablement tout est parfaitement tenu et que les lits regorgent de peluches, que ce soit effectivement pour la petite dernière qui vient de naître que pour les deux autres. Ce couple, effectivement, bien évidemment, inspire la confiance. D'abord parce que Nicolas est pompier volontaire. Et on se dit effectivement que quelqu'un qui se lève la nuit pour aller sauver les autres est forcément bon. Je ne relève aucune fausse note, je ne relève aucune erreur de comportement, je ne relève aucune chose qui puisse effectivement me faire douter de quoi que ce soit dans leur attitude. On demande, nous, la police judiciaire, on demande au parquet d'Avesnes-sur-Helpe de lever les mesures de garde à vue. On saura après que, effectivement, Anne-Sophie et Nicolas savent jouer au poker. Le 24 juin 2009, 6 jours après la disparition déclarée de Tiphaine, sa mère et le concubin de celle-ci donnent une conférence de presse pour répondre à toutes les questions des journalistes. Le 24 juin marque quand même un tournant dans l'affaire parce qu'à partir de là, elle va être fortement médiatisée. On voit un couple manifestement éploré qui appelle à l'aide, qui explique que Tiphaine est sans aucun doute vivante et qu'il faut absolument la retrouver et que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour la retrouver. C'est tous les jours qu'elle est dans nos têtes, c'est tous les jours qu'elle nous manque et c'est tous les jours qu'on se demande si on va avoir de bonnes nouvelles. Et chose qu'on n'a pas, en fait, on est tenu à l'écart, on n'a pas de nouvelles. Je me suis dit quand même, s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et que c'est eux qui ont Tiphaine, qu'ils vont peut-être réagir, ça va peut-être les faire réagir en les voyant dans cet état-là, qu'ils vont peut-être revenir sur ce qu'ils ont fait et nous la rendre, nous la déposer quelque part, ou même un coup de fil. La première chose qui me frappe dans cette interview, c'est une différence entre Nicolas et Anne-Sophie. Autant Anne-Sophie lance son discours, elle le dit de façon assez mécanique et assez froide. À côté d'elle, on a un homme qui pleure. Il faut à tout prix nous la retrouver, puisqu'on l'aime et puis on a plein d'amour pour elle, donc aidez-nous s'il vous plaît. La manière qu'elle s'est exprimée, c'est ma fille, retrouvez-la, je l'aime et tout, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. On voit qu'elle joue la comédie, mais on voit que lui, qu'il y a quelque chose à se reprocher et ça se voit fort. La question que je me pose fondamentalement à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'il pleure ? Est-ce qu'il pleure une réalité terrible qu'il connaît, ou est-ce que c'est simplement quelqu'un qui pleure la disparition, tout simplement. Quand je les vois à la télé, je me dis, ils sont quand même anéantis. Ils doivent ressentir la même chose que nous on ressent actuellement. Il y a un élément qui m'a, moi, profondément marqué, c'est le t-shirt d'Anne-Sophie. Sur son t-shirt bleu, Anne-Sophie porte un morceau de tissu, une sorte de petit nœud noir. À ce moment-là, je me suis demandé si elle n'était pas en deuil. Je me suis dit, peut-être que Tiphaine n'est plus vivante. Il faut savoir quand même qu'à ce stade de l'affaire, il y a déjà des suspicions sur ce couple. Alors on peut s'interroger du coup sur la tenue de cette conférence de presse. Est-ce qu'il s'agissait de crier à la France entière leur innocence et d'afficher le visage de parents éplorés ? On ne sait pas, mais en tout cas, il est vrai qu'à ce moment-là, on a déjà des soupçons. À ce moment-là, je dis, qu'est-ce qu'elle fait la police ? Pourquoi elle les arrête pas ? Nous, on a de plus en plus de doutes sur la version donnée par Anne-Sophie et Nicolas sur la disparition de Tiphaine. On est persuadé que là, le couple nous cache des choses. Lors de la conférence de presse du 24 juin 2009, la question du baptême est arrivée sur la table. On est 5 jours avant la disparition officielle de Tiphaine. Et ce jour-là, Anne-Sophie et Nicolas organisent le baptême, un peu en grande pompe, d'Apolline. La fille que Nicolas et Anne-Sophie ont eue ensemble. Il
y a beaucoup de gens qui sont invités, des proches, de la famille, des amis. Il n'y a pas Tiphaine. Et quand on les interroge en leur demandant où est la petite, ils répondent qu'elle est chez son père biologique. Mais aux enquêteurs, c'est une toute autre version qu'ils vont livrer. Ils vont raconter que Tiphaine, en réalité, ce jour-là, était à la maison, seule, parce qu'ils avaient peur qu'elle soit kidnappée par son père biologique. Elle a 5 ans. Elle a 5 ans et elle est toute seule chez elle. C'est pas possible. On laisse pas un enfant de 5 ans seul dans une maison. Voilà, ça aussi, ça jette le trouble. Quand j'apprends que Tiphaine est censée être restée seule, je demande à Anne-Sophie comment ça se passait. Est-ce qu'elle avait un repas de prévu, un repas chaud, un repas froid? Donc Anne-Sophie me dit oui, j'avais fait ce qu'il fallait. Il y avait un repas chaud. Bon, et je lui pose la question, je lui dis qu'est-ce que c'était? Et là, elle me dit je ne veux pas rentrer dans le détail. Je n'ai pas envie de rentrer dans le détail. Et je lui dis vous voulez pas me dire ce que vous lui avez fait à manger? Et là, elle me dit non. Bon, ok. Dans notre conviction d'enquêteur, on se dit que Tiphaine ne devait pas être présente dans le domicile le jour du baptême. Alors, où était-elle? Voilà, la question se pose. Clairement, l'absence de cette petite fille au baptême de sa demi-sœur a été un des points de l'enquête, selon moi, capital. L'épisode du baptême d'Apolline, il marque un tournant. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas clair. À la suite de cet événement, les conversations qu'ils auront avec d'autres personnes vont être mises sur écoute, précisément en raison de cette histoire du baptême. À partir de ce moment-là, quand même, les enquêteurs en sont persuadés. Il y a quelque chose de pas net, de pas clair dans cette histoire. Mais à ce stade de l'enquête, on n'a pas de preuves. On n'a pas retrouvé de sang dans l'appartement. On a certes des témoignages qui sont troublants et des incohérences dans le dossier, mais à date, aucune preuve. Et sans preuve, pas d'arrestation. Pendant les 6 mois d'enquête, un groupe de la brigade criminelle va ne travailler que sur ce dossier. On a une telle pression médiatique, tout le monde attend de savoir ce qu'il est advenu de Tiphaine. Il faut trouver une résolution à cette affaire. Effectivement, leurs moindres faits et gestes ont été examinés. Et dans ce contexte-là, la police s'aperçoit que véritablement leur comportement dévie. Au bout de quelques mois, qu'ils ne sont plus dans la peine, qu'ils ne sont plus dans le chagrin. Anne-Sophie Vanquette révèle qu'elle va régulièrement sur des sites pornographiques, comme son compagnon. On est quand même à quelques jours de la disparition de la petite Tiphaine. Et puis également, il y a cette conversation téléphonique avec ses parents qui posent question, où elle parle de ses projets de vacances pour l'été d'après. Elle raconte qu'elle va mettre Apolline et Caroline au centre aéré. Et à aucun moment, elle ne parle de Tiphaine, comme si elle n'existait déjà plus. Il y a 3 éléments qui vont nous interpeller au cours de cette enquête de voisinage. Le 17 juin, Anne-Sophie, son concubin, et 2 de ses enfants se sont rendus dans un fast-food de la zone de Maubeuge et on va établir, après d'ailleurs exploitation des caméras, de surveillance et tout ça, que Tiphaine n'était pas présente. Donc ça nous interpelle. Où était-elle déjà la veille de sa disparition? Pourquoi à 20h, lors d'un repas familial, elle est la seule absente? Le deuxième élément qui va nous interpeller, c'est le lundi de Pâques. Ils se sont rendus à une braderie. Nous allons récupérer des photos qui ont été prises par des gens avec leur appareil photo, leur téléphone portable, où on voit le couple et les 2 enfants. Et là, Tiphaine n'est pas présente non plus. On se dit qu'il y a un problème. 2 mois après la disparition de Tiphaine,
Je rencontre Anne-Sophie chez elle pour savoir un peu où elle en était, comment elle vivait tout ça. Donc elle me ressort un discours mécanique où elle me dit que Tiphaine est dans nos têtes, Tiphaine nous manque, il faut qu'on la retrouve. Je suis assise devant elle, elle me sert un jus de fruits, elle est face à moi, j'ai juste envie de lui dire une chose, c'est « je ne te crois pas ». Et je peux pas lui dire ça. Si je lui dis ça, je fous en l'air le travail des policiers, parce qu'eux aussi, ils la croient pas. Personne ne la croit. Pendant 6 mois, la police va continuer à mener ses investigations, à essayer de pointer du doigt les incohérences dans le dossier, à vérifier les emplois du temps, et surtout, elle va écouter le couple grâce aux écoutes téléphoniques, et ça va se révéler très utile. Le 30 novembre 2009, après 6 mois d'une enquête intensive, les enquêteurs décident de placer Anne-Sophie en garde à vue, pour la 2e fois. Et cette garde à vue va se révéler déterminante. Et on sait qu'on va s'engager dans une audition qui est un combat psychologique qu'on va devoir mener contre eux. On se prépare, comme dans un combat de boxe, on se prépare à une rencontre. On ne sait pas qui sortira gagnant de cette confrontation. C'est un peu un coup de poker, mais on a quand même mis beaucoup de cartes dans notre jeu. Et bon, au fur et à mesure que les heures se sont écoulées, on s'est aperçu qu'il y avait des fissures dans son emploi du temps, dans ses déclarations. On sentait que ça évoluait vers une forme d'aveu, mais lesquels, on ne savait pas, jusqu'aux environs de 16h, 17h, où un jeune collègue qui avait 3 mois de brigade criminelle, elle demande d'aller aux toilettes, ils seront aux toilettes avec elle, au fond du couloir, et là moi je suis dans le couloir et je l'entends dire bon, je vais vous parler, je vais tout vous dire. Le 30 novembre 2009, Anne-Sophie, après 12 heures de garde à vue, finit par craquer et avouer la vérité aux enquêteurs. On ne s'attend pas du tout aux révélations qu'on va entendre ce jour-là. Ce qu'elle raconte au cours de sa garde à vue, c'est que le soir du 10 juin, la petite Tiphaine a souillé son lit, qu'elle est partie la nettoyer dans la cabine de douche, qu'elle est ensuite allée lui chercher des vêtements propres et qu'à son retour, elle a retrouvé sa fille inanimée dans le bac de douche. À partir de ce moment-là, elle appelle Nicolas, qui est devant la télé et qui, je le rappelle, est sapeur-pompier volontaire. Il prend le pouls de l'enfant et il constate le décès. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Le couple se met d'accord pour que Nicolas aille enterrer le corps. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. Ils ne veulent pas perdre la garde de leurs 2 autres enfants. Elle nous parle d'un accident. On obtient d'abord les aveux de Anne-Sophie et après on soumet ses aveux à Nicolas. La police va jouer à ce moment-là encore un autre jeu, une autre manipulation habile, extrêmement habile, et va effectivement ne pas dire à Nicolas ce qu'Anne-Sophie a avoué. Nicolas va avouer bien plus de choses qu'Anne-Sophie. Pour Nicolas, ce n'est pas un accident. Tiphaine est morte des coups qu'Anne-Sophie va lui-même en donner. Le soir du 10 juin 2009, Anne-Sophie et son compagnon sont en train de regarder un film, Rasta Rocket, à la télévision. Quand ils s'agacent parce que Tiphaine fait trop de bruit, manifestement dans sa chambre, ils partent la chercher. Et tandis que Nicolas la maintient au sol, en tirant sur ses aisselles, Anne-Sophie chausse ses baskets et la frappe plusieurs fois, visage, ventre. L'autopsie nous permettra de constater des fractures du péroné, des fractures du coude, des fractures du bassin, des fractures de côte. Tiphaine a été un sac de boxe pour Anne-Sophie. Et Nicolas a tenu ce sac. C'est à ça qu'ils ont réduit Tiphaine. Et ensuite, ils lui donnent une douche glacée, comme ils ont l'habitude de le faire. Après cette punition, ils redescendent, comme si de rien n'était, regarder la télévision, et ils entendent un râle. En fait, Tiphaine est en train d'agoniser dans le bac de douche. Ils reviennent dans la salle de bain, elle gît au sol, inanimée.
Nicolas prend son pouls et constate le décès. Et surtout, il va dire que c'était pas la première fois et que Anne-Sophie procédait à des actes de malveillance sur Tiphaine. On apprend très vite que cet enfant a été maltraité pendant 6 mois. C'était des punitions régulières. C'était l'enchaîner à la cave, dans le noir, pendant des heures. C'était quelqu'un qu'on n'emmenait pas faire les courses, par exemple, qu'on laissait seul à la maison. Cet enfant ne sortira quasiment pas du domicile. Parce que tout simplement, c'était une forme de punition. Toute la maltraitance qu'a subie Tiphaine, elle était d'une violence incommensurable. C'était des coups de ceinturon, c'était des douches froides, glacées, régulières. Tout simplement parce que cet enfant venait à subtiliser à l'insu de sa mère une friandise. Parce qu'elle avait faim, parce que les punitions de Tiphaine, c'était la privation de nourriture. Ça a été pour Anne-Sophie, je pense, un véritable défouloir. Le 1er décembre 2009, soit 6 mois après la disparition de Tiphaine, Anne-Sophie est mise en examen. Anne-Sophie et Nicolas sont accusés d'homicide volontaire, violence aggravée, sur mineurs de moins de 15 ans. Ils encourent l'un et l'autre la réclusion criminelle à perpétuité. C'est donc la consternation à Maubeuge où l'on a appris aujourd'hui la mort de la petite Tiphaine qui avait disparu en juin dernier. Sa mère, une jeune femme de 23 ans, a avoué que sa petite fille était bien morte à leur domicile dans des circonstances encore troubles. Son compagnon, impliqué lui aussi dans le drame, est toujours interrogé. Le corps de l'enfant n'a pas été retrouvé. Je me réveille. Au matin, je suis chez moi. La première chose que je fais, c'est allumer les infos. À la télé, je vois les aveux en direct, en fait. Je me rends compte que, en fait, Anne-Sophie et Nicolas avaient scellé un pacte ensemble, en fait, sur la mort de ma fille. Tout m'est tombé sur la tête, donc... Et là, j'ai commencé à comprendre que oui, je verrais plus du tout Tiphaine, en fait. Je me suis effondré, quoi. Comment on peut faire ça à une petite fille de 5 ans? Comment? Elle pouvait me la rendre, elle savait où j'habitais. Elle pouvait me la rendre. Elle avait juste un coup de fil à me donner. J'arrivais dans l'heure. Une mère ne peut pas faire ça à son enfant. C'est sa chair. Elle l'a mis au monde. Voilà. Pourquoi? Je me suis senti coupable de tout ce qu'ils avaient fait à Tiphaine. Je me suis dit, si seulement j'aurais bougé plus, j'aurais défoncé cette porte, en fait. Peut-être que ma fille, elle aurait été encore vivante, en fait. Peut-être que j'aurais pu faire quelque chose au fond de moi, en fait. Peut-être. Le 30 novembre 2009, j'apprends effectivement par les informations que les aveux sont tombés. C'est-à-dire que les journalistes le savent avant moi, qui suit effectivement leur avocat. Je reste couché pendant 3 jours, j'ai le dos bloqué, je suis effectivement immobilisé. Une période de réflexion, de savoir si je peux et si je dois rester leur avocat dans ce contexte-là, ou si je dois me séparer d'eux, parce qu'effectivement, ils m'ont trompé, ils m'ont abusé. Quand j'ai appris les aveux d'Anne-Sophie et de son compagnon, je me suis dit, enfin. Pour l'avoir côtoyée, je pense qu'elle aurait pu ne jamais avouer. C'est une personnalité extrêmement forte. Ils auraient pu l'un et l'autre rester dans le déni. Et je pense que la police aurait eu quelques difficultés. On avait quoi? Des écoutes? Des comportements? On n'avait rien. Le 9 décembre, les enquêteurs partent à la recherche du corps de Tiphaine sur les indications de Nicolas. J'étais très sceptique parce que au dernier moment, ils peuvent faire volte-face et puis dire je m'en souviens plus, ne pas nous amener au corps. Ça, c'est l'élément incontournable de retrouver le corps, quoi. Ça a pris un certain temps pour qu'on la retrouve parce que lui-même ne savait plus bien
où est-ce que la petite était enterrée. Après un périple de plusieurs centaines de kilomètres sur la Belgique, avec les enquêteurs de la police judiciaire et les enquêteurs belges, Ils finissent par retrouver son cadavre enterré dans une forêt proche de Charleroi en Belgique. Il est 20h hier soir, un convoi mortuaire quitte le bois de Marcinelle. À l'intérieur, selon toute vraisemblance, le corps de Tiphaine. On a retrouvé le corps de la petite fille. Pour nous, c'est un cas très triste. Le corps sera transféré maintenant pour suite d'enquête et demain, il y aura une autopsie. Tiphaine est découverte enfouie sous la terre, dévêtue, les jambes repliées. C'est sa sépulture. Là, on sait qu'on ne s'est pas trompé. On n'a pas recueilli de faux aveux, qu'on est dans la vérité. On a le corps là sous les yeux. On a la solution de cette affaire. Et alors, chose assez incroyable aussi, enfin dramatique aussi, on va se retrouver sur la commune de Marcinelle, tristement célèbre par les actes de Dutroux, puisque c'est là que Dutroux résidait. Le projet, c'était peut-être de faire passer cette disparition pour l'œuvre de quelqu'un d'autre. Le 29 décembre, pour l'enterrement de Tiphaine, on a interdit à personne en fait de venir pour rendre un dernier hommage à ma fille en fait. Et on était vraiment beaucoup quoi. Il y avait vraiment du monde quoi. Donc je me suis dit, je suis pas seul pour ma fille en fait. Il y a vraiment le monde entier qui voit ma fille partir à un dernier moment quoi. C'était un moment très dur. Très dur, voir ce petit cercueil blanc, là au milieu de tout le monde. On ne pouvait pas y penser. La douleur de perdre un enfant, c'est la pire de tous. Ouais. Même à mon pire ennemi, je lui souhaiterais même pas en fait. Quoi. C'est impossible. Pour moi, rendre ce dernier hommage à ma fille, il le fallait. Malgré tout ce qu'ils lui ont fait subir, je me suis dit, il faut pas qu'elle parte comme ça. Il faut vraiment qu'on la mette au plus haut, quoi. Et c'est ce qu'on a fait. Tiphaine était la fille des Français. Tout le monde a suivi, tout le monde était là, tout le monde a soutenu. Et encore maintenant. Anne-Sophie et Nicolas sont à ce moment-là les parents les plus détestés de France. C'est à la cour d'assises du Nord, à Douai, que s'ouvre le procès d'Anne-Sophie et de Nicolas le 21 janvier 2013. Ça fait 3 ans qu'on attendait. Enfin, ils allaient payer, quoi. Au moment du procès, Anne-Sophie n'est plus en couple avec Nicolas. Et ils vont effectivement s'éloigner quelques mois avant le procès. Et effectivement, Anne-Sophie va faire le choix de se défendre de son côté. Il y a de l'effervescence, il y a du monde, il y a beaucoup de public, beaucoup de journalistes. Je me dis, je vais les voir. Je veux les regarder. Mais en même temps, je veux pas, en fait. Il y a effectivement beaucoup de gens qui veulent voir ces monstres. Comment une maman peut donner la mort à son enfant dans des conditions pareilles et qu'elle est ce lâche à ses côtés qui a participé à tout ça. Aux yeux de l'opinion, je défends un monstre. Mais moi, je défends pas un monstre. Moi, j'ai pas l'impression que c'est un monstre, cette femme. Ce qu'elle a fait est monstrueux. Le combat, c'était de lui éviter la réclusion criminelle à perpétuité. C'était le seul enjeu pour elle comme pour moi. Il y a eu des moments très durs, surtout quand j'ai été appelée à la barre, où j'ai parlé au juge et je me suis retournée vers les 2 accusés. Je lui ai demandé à Anne-Sophie pourquoi, ça a été ma question.
pourquoi? Et je me suis retournée vers Nicolas. Je lui ai dit, pourquoi? Mais toi, tu aurais pu la sauver. Parce que toi, tu aurais pu la sauver et nous la rapporter. Tu es encore plus fautif qu'elle. Alors, ils n'ont pas répondu. Les experts psychiatres décrivent Anne-Sophie comme une femme extrêmement machiavélique, froide, sadique, perverse. Certains psychiatres vont parler dans le dossier pour essayer d'expliquer le passage à l'acte du syndrome de Médée. Dans la mythologie grecque, Médée tue son enfant pour punir Jason de l'infidélité. Anne-Sophie fait disparaître Tiphaine dans un sentiment de vengeance à l'égard de M. Taton. Ça a été un moyen, selon les experts psychiatres, peut-être le moyen d'atteindre M. Taton en tuant son enfant. On ne peut pas répondre à ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle réponde? Pourquoi je l'ai frappée? Parce qu'elle était pas sage. On ne peut pas répondre à ça. J'ai compris qu'elle avait eu un lourd passif aussi. J'ai compris qu'elle avait été maman trop jeune. J'ai compris qu'elle-même n'avait pas reçu de baisers et de câlins de ses parents. Je ne sais même pas si elle était consciente, elle, qu'elle avait été une enfant maltraitée. Parce que moi, je l'ai su dans l'enquête de personnalité, mais c'est pas elle qui s'en est plainte. Lors du procès, à aucun moment il y a eu du regret. À aucun moment on a eu des excuses. À aucun moment elle s'est expliquée vraiment sur les faits. À aucun moment. C'est pas la fille dont j'étais amoureux quand j'étais petit. Non, c'était pas elle, là, c'était une autre personne, c'était un démon, quoi. Ouais, c'est le meurtrier de ma fille, ouais. Ça c'est sûr. Après 5 jours de procès, les jurés donnent leur verdict. J'étais au premier rang avec tous mes enfants et François et toute la famille avait mis le t-shirt de Tiphaine pour faire voir que Tiphaine était là avec nous et pour faire prendre conscience à Anne-Sophie que Tiphaine était là. Et le verdict est tombé ce soir et ils ont été tous deux condamnés à 30 ans de prison assortis d'une peine de sûreté de 20 ans par la cour d'assises de Douai. 30 ans de réclusion, c'est énorme, hein. C'est une longue période quand on a 26 ans. Mais en même temps, elle ne s'estime pas injustement condamnée. Au fond de moi, je trouvais que c'était pour Tiphaine une façon de lui rendre justice, quoi. Après, pour ma part, c'est qu'une peine de prison, quoi. Ça n'enlève pas toute la douleur que j'ai, quoi. Peu importe le nombre d'années, qu'elle fait 30, 50, 60 ans, ça fera jamais revenir Tiphaine, quoi. Ça, c'est sûr. Et encore, ils ont eu de la chance, ils ont eu que 30 ans. Moi, j'aurais réattaqué pour la perpétuité, qui ne sortait pas. J'aurais souhaité qu'il y ait effectivement une plus grande différence entre les deux. Maintenant, ça avait au moins le mérite de poser le point de départ de l'avenir. Donc bien évidemment, nous n'avons pas régularisé d'appel et Nicolas est effectivement aujourd'hui détenu dans une autre région. Je pense qu'Anne-Sophie a conscience de ce qu'elle a fait et elle cherchait plutôt à se faire oublier, à purger sa peine, à voir ses autres enfants, si possible. Il fallait qu'elle comprenne qu'elle ne verrait plus la grande. C'était difficile. Elle n'avait pas levé la main sur sa fille aînée, donc elle ne comprenait pas. Elle disait, je peux comprendre que je paye pour ce que j'ai fait à Tiphaine, mais à ma fille aînée, j'ai rien fait. Pourquoi on m'en prive? Nicolas est soulagé de ne plus avoir ce poids-là. Maintenant, effectivement, ce poids-là est transformé par un autre. Comment Apolline lui parlera quand il sortira de prison, mais je l'espère, vous n'entendrez plus jamais parler de lui et moi non plus. Dix ans plus tard, ce qui n'a
Ce qui n'a pas changé, c'est le visage de Tiphaine qui est toujours dans la tête, enfin en tout cas dans la mienne, et je pense et tous ceux qui ont pu la voir affichée dans ce territoire. C'est une affaire qui m'a beaucoup marqué, justement par l'innocence de cet enfant qui ne méritait pas de mourir. L'image de ma petite fille que je garde, c'est celle qui est derrière moi avec son petit chewing-gum, toujours souriante, la joie de vivre. Tiphaine, c'était la joie de vivre. Face à l'innocence d'un enfant, face à la faiblesse d'un enfant, on ne comprend pas comment on peut réduire un enfant à un objet. Que l'on soit avocat ou homme, c'est insupportable. C'est même encore très dur aujourd'hui. Je pense beaucoup à comment elle aurait été là maintenant. Comment elle aurait été grande. Comment elle aurait été épanouie. Puis aussi tout ce qu'elle a manqué. Je pense continuellement à Tiphaine. Elle est tout le temps dans ma tête, quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle est toujours présente parmi nous, à chaque seconde. On ne peut pas l'oublier, c'est pas possible. Tiphaine, c'est une partie de moi, on l'oubliera jamais. Elle est là, toujours là.